Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Lestat JDR pour une vidéo qui va traiter de l'émergence en jeu de rôle et plus précisément du fait que l'émergence et la préparation peuvent constituer une combinaison gagnante contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ceux qui me connaissent ne m'associent d'ailleurs pas nécessairement à l'usage de l'émergence en jeu de rôle, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense même que certains me considèrent comme l'un de ses détracteurs. Et c'est vrai à certains égards, mais plus par rapport aux proportions par rapport à la mesure dans laquelle on utilise l'émergence en jeu de rôle, plutôt que par rapport à l'émergence elle-même, puisque je l'utilise, je la pratique, et à mon avis, n'importe quel maître du jeu finalement pratique l'émergence. Pour rappel, l'émergence, que ce soit l'émergence d'univers ou d'intrigue, c'est créer des morceaux d'univers ou d'intrigue, de toile de fond plutôt, au fil du jeu, sans forcément les connaître avant de démarrer. C'est ça l'émergence. Alors comme je le disais, à plus ou moins de degrés, on peut avoir construit une partie et puis le reste émerge, et après les pourcentages, ça dépend des gens, ça dépend des tables. Voilà ce qu'est l'émergence. Donc à mon avis, en jeu de rôle, on ne peut jamais avoir tout en tête de notre univers, puisqu'on ne sait pas ce qui va être utilisé, on ne sait pas jusqu'où il va aller, on ne peut pas prévoir les moindres détails de ce qui sera nécessaire, notamment dans une campagne. Donc par conséquent, c'est pareil d'ailleurs dans une intrigue, et par conséquent, je pense que tous les MJ pratiquent d'une manière ou d'une autre l'émergence. Néanmoins, on considère à mon sens que les maîtres du jeu qui pratiquent l'émergence le font dans une mesure assez importante. En général, quand on en parle, c'est ça. Si quelqu'un fait de l'émergence, on sait qu'il va... Cela sous-entend souvent peu de préparation en amont, et puis un univers et une intrigue qui émergent au fil du jeu de manière assez conséquente. C'est pour ça que bien souvent, quand on parle de ce sujet-là précisément, j'ai tendance à m'inscrire en faux et à m'inscrire en opposition à cela, puisque je suis un turiféraire de la préparation en jeu de rôle. En tout cas, dans une certaine mesure. Mais quoi qu'il en soit, tout à chacun va faire une part d'émergence, donc il n'est pas question de la renier, au contraire. Donc je pense que c'est important, effectivement je l'ai déjà dit, je ne vais pas en refaire toute une dissertation, mais je pense que c'est important que le maître du jeu ait préparé quelque chose et qu'il sache des choses en avance. Je prends souvent l'exemple un peu basique du scénario ou de l'enquête, qui a fait le coup, où, comment, pourquoi. Pour moi, ça ne devrait pas émerger en cours de route, ça devrait faire partie des choses qui sont connues en amont. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'on écarte complètement l'émergence, au contraire, on peut allier les deux. L'émergence, ça peut être un outil puissant, y compris en conjonction d'une préparation étoffée. Ça ne s'oppose pas forcément, c'est pas deux styles qui sont radicalement opposés, ils peuvent travailler main dans la main. D'ailleurs, je pense qu'au même titre que l'improvisation, et j'ai une vidéo là-dessus, l'émergence n'est jamais aussi pertinente que lorsqu'elle est préparée et pensée en fonction de l'existant. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la manière dont je fais usage de l'émergence dans mes campagnes, car oui, c'est souvent dans les campagnes que j'en fais usage, beaucoup moins dans les one-shots. Encore que ça se discute, mais c'est une autre manière de le faire, donc on va se concentrer sur l'émergence telle que je l'utilise dans les campagnes. Et je vais vous en parler, je vais vous parler également du contexte dans lequel je l'utilise, puisque l'émergence pour moi est un outil indissociable justement de ma préparation et de ce que je prépare. Donc je vais forcément être obligé de vous parler de ces deux aspects pour vous expliquer comment ils fonctionnent ensemble dans ma manière de faire. Et j'espère que vous y trouverez inspiration pour votre propre manière d'être un maître du jeu utilisant l'émergence. Donc d'abord, dans un premier temps, je vais vous parler vraiment de l'importance, en tout cas chez moi, de créer un noyau d'intrigue et d'univers en amont, donc pas en émergence. Et vous verrez pourquoi c'est lié à ça. Dans un second temps, je vous parlerai de la manière dont j'étoffe l'univers, cette fois en émergence au cours de la campagne. Et la troisième partie sera dédiée à la manière dont j'étoffe cette fois l'intrigue. Donc l'intrigue, ça va plutôt être la toile de fond, les choses, les mystères, les secrets, les choses à découvrir qui sont en toile de fond. Comment je peux l'étoffer ou comment je me permets, dans certains cas, de l'étoffer au fil de la partie. Pour chacun de ces deux éléments, je m'efforcerai de donner des exemples pour qu'il y ait un petit peu de concret au sein de toute cette théorie. Commençons donc par, comme je le disais, l'importance de concevoir ce que moi j'appelle un noyau d'intrigue et un noyau d'univers, c'est-à-dire la préparation en amont. Je ne
ne pense pas qu'il faille préparer tout de A à Z. Souvent mes propos sont un peu transformés d'ailleurs quand je débat à ce sujet-là. Je pense qu'il faut préparer des choses en amont, en tout cas je le préfère, pour plusieurs raisons. Lorsque vous allez créer un noyau d'intrigue, un noyau d'univers, déjà qu'est-ce que j'entends par noyau d'intrigue, noyau d'univers? Je parle de ce qui va être fondamental, de ce qui va être nécessaire assez rapidement dans la campagne, pas forcément parce que les joueurs vont entrer en contact avec cette partie de l'univers ou cette partie de l'intrigue, mais parce que ça va vous aider à amener votre campagne dans une direction, ça va vous donner une logique de pensée, ça va vous donner une sorte de force, de ligne de force dans votre campagne, savoir où vous allez, comprendre ce qui se passe, les enjeux majeurs de la thématique que vous abordez, tant en termes d'univers qu'en termes d'intrigue. Voilà, c'est ça que j'appelle un noyau. Et c'est autour de ce noyau que va se créer l'émergence, justement. L'émergence ne va pas émerger à partir de rien ou de nulle part. Ça va se faire autour d'un noyau central, donc c'est ça que j'appelle le noyau d'intrigue et d'univers. D'abord, ce noyau, au même titre que pour l'improvisation, encore une fois je vous renvoie à ma vidéo sur l'improvisation, va servir de source d'inspiration justement à terme pour ce qui en émergera, pour l'émergence. Ça va vraiment être le puits, ce noyau d'intrigue et d'univers dans lequel je puiserai à l'avenir pour faire émerger de nouvelles choses. J'ai déjà parlé du fait qu'il fallait, en jeu de rôle, dans la création de manière générale, éviter le syndrome de la feuille blanche. Eh bien, c'est en ayant un noyau, une matière première, que l'on va pouvoir éviter d'avoir ce syndrome de la feuille blanche, puisqu'on aura toujours quelque chose, on aura une matière à utiliser, autour de laquelle construire, parfois même à remodeler, même si c'est un peu plus rare, on le verra. Ça va vraiment servir de source d'inspiration d'avoir ce noyau en amont, et ça fera que votre émergence, qu'elle soit une émergence d'univers ou une émergence d'intrigue, de toile de fond, sera plus pertinente et plus naturelle. Vous aurez peut-être moins à vous creuser la tête parce que vous aurez ce point de référence, qui est donc le noyau. Également, lorsqu'on fait beaucoup d'émergence, ou même un petit peu d'ailleurs, lorsqu'on en fait régulièrement plutôt à travers une campagne, c'est un peu à double tranchant, parce que plus on fera émerger de nouvelles choses dans une campagne, en particulier si celle-ci est assez complexe, plus on va le faire, plus on va risquer de créer des incohérences dans la campagne, parfois des détails auxquels on ne fait pas attention, mais auxquels les joueurs ne manqueront pas de faire attention. Et donc, le fait d'avoir un noyau d'intrigue et d'univers auquel se référer, et en fonction duquel générer l'émergence, va à mon avis constituer un garant de cohérence. Le noyau va être votre garant de cohérence parce que il y a à mon sens une règle, en tout cas moi je m'y tiens assez souvent, c'est que tout ce que l'on fait émerger ne doit pas rentrer en contradiction avec le noyau. Et comme on construit un noyau d'intrigue et d'univers autour des fondamentaux de la proposition de la campagne, en général, l'émergence va pouvoir s'y référer. Et si on est cohérent avec le noyau, en général, les différents points d'émergence entre eux vont pas trop entrer en incohérence ou en opposition. D'où la puissance d'un noyau fondamental. Donc c'est pour ça que, même dans l'émergence, une certaine préparation en amont, des choses qui n'émergent pas, qui sont déjà existantes avant de démarrer la partie, avant de démarrer la campagne, sont importantes. Parce que ça va... à la fois, je le disais, vous servir d'inspiration pour ce qui va émerger, mais également vous aider à maintenir la cohérence à mesure que vous ferez émerger de nouvelles choses. C'est un garde-fou, finalement. Rarement, je tombe des nues, rarement je me retrouve face à des décisions, à des choses que j'ai créées qui finalement sont incohérentes parce que j'ai toujours ce noyau en tête derrière. Enfin, je pense que pour que tout ce qu'on fait émerger ait un impact, à mon sens, ça doit bien souvent être lié aux fondamentaux de votre toile de fond, de votre intrigue, de votre univers, pour avoir toute pertinence et pour avoir, encore une fois, un impact fort. Et donc, je pense que lorsque on va créer des éléments émergents, il y a une deuxième étape qu'il faut effectuer, c'est trouver un moyen de lier ces événements émergents, de faire des ponts avec le noyau. Si à un moment vous voulez faire émerger quelque chose, simplement parce que vous vous dites, là ça va vraiment être sympa qu'il y ait un tel lieu,
importe, un tel lieu ou un tel personnage auquel on n'avait pas pensé, ou une telle dynamique de faction qu'on n'avait jamais imaginé. Votre raison de départ peut être simplement le fait que ça va vraiment être sympa dans les conditions actuelles, mais ça n'a pas de pertinence et de cohérence tant que vous ne trouvez pas un moyen de faire en sorte que cet élément qui émerge ait un sens et une raison d'être par rapport aux fondamentaux de la campagne et donc du noyau. Et donc la deuxième étape est toujours de se dire, une fois que vous avez créé cet élément émergent qui est vraiment sympa, pourquoi pas détaillé, vous devez trouver le moyen de le lier au noyau central. Et c'est en faisant ce lien et en ayant finalement quelque chose auquel lier cette émergence, puisqu'il faut avoir le noyau en amont pour pouvoir créer ce lien, vous allez créer une sorte d'arborescence globale entre votre noyau et tous les éléments d'émergence, parce que vous aurez créé des liens. Et donc ça fera un ensemble cohérent, complexe et, si j'ose dire, beau, harmonieux, parce que même en tant que joueur, même si c'est inconscient, votre cerveau il aime la structure, il aime la logique dans la narration globale. Même si on suit, comme je l'entends parfois, le chaos des joueurs, il faut que le modèle global ait une sorte de cohérence de structure logique. C'est ça qui nous fait apprécier les bonnes histoires, qu'on en soit conscient ou pas, lorsqu'on les vit, ou lorsqu'on les lit, ou lorsqu'on les regarde au cinéma. Ça marche aussi pour le jeu de rôle. Donc c'est vraiment, encore une fois, un point de référence auquel on va accrocher les éléments d'émergence, on va faire le pont. Par exemple, je vais essayer de vous donner un exemple tout de suite, parmi d'autres que je vous donnerai au fil de la discussion. Dans ma campagne actuelle, les joueurs se sont demandé à un moment, vous ne vous demandez pas pourquoi, mais si l'ancienne reine n'avait pas été assassinée finalement. Et donc ils ont pensé à se dire qu'ils allaient peut-être se renseigner sur le médecin royal de l'époque, 13 ans auparavant. Bonne idée en soi. Et donc j'ai commencé à réfléchir à ce que je pourrais faire, à construire. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, mais il ne faudrait pas que ce soit le médecin lui-même qui soit responsable. Il faudrait peut-être que ce soit son fils. Donc je lui ai créé un fils, une raison d'avoir assisté le médecin. Et donc ça, c'était l'idée un petit peu cool. Je me suis dit, ça pourrait être lui qui serait responsable de l'assassinat. Donc ça, c'est l'élément en émergence complètement indépendant du noyau central préexistant, pardon. Et la deuxième étape a été de faire le lien avec le noyau central. Et j'ai fait de ce fils de médecin qui lui était responsable de l'assassinat, j'en ai fait l'un des PNJ qui avait été nommé déjà par un de mes joueurs, qui était dans le background, dans l'histoire d'un des joueurs, qui était un de ses contacts médecins, un petit peu véreux dans les bas-fonds de la ville. C'est avec ça donc, hop, que j'ai fait le lien. Et tout de suite, non seulement ça devient cohérent, mais en plus ça a beaucoup plus d'impact, parce que ça vient se lier à cette arborescence commune, à des points de référence communs, là en l'occurrence ce PNJ qui avait été créé pourtant par un des joueurs, et que finalement je vais lier à cet élément d'émergence. Ça devient une sorte d'hybride entre quelque chose qui était préexistant, donc ce contact médecin sans réelle identité, qui est en plus le beau-père du personnage joueur, hein, donc drama en approche, comme vous le voyez, et donc c'était du préexistant que je lie à de l'émergence, en faisant un seul et même personnage. C'est ça que j'appelle les liens entre l'élément qui émerge et le noyau central. Voilà un exemple parmi d'autres. Et donc encore une fois, lorsqu'on a gardé en tête tout ce noyau, la consigne, même s'il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, c'est de faire en sorte que les éléments émergents restent en cohérence avec le noyau, et également que l'émergence n'implique pas de transformer le noyau, en particulier lorsque les joueurs ont déjà interagi avec ce noyau. Si je reprends mon exemple un petit peu basique que j'utilise souvent, qui a fait le coup, où, comment, pourquoi, eh bien ça pour moi ça fait partie du noyau qui ne devrait pas être changé en cours de route, surtout si les personnages ont déjà interagi là-dedans, parce qu'ils se sont déjà fait leur propre idée, et c'est vraiment un peu les flouer que de changer un tel noyau central qui aura de telles implications sur tout le reste, que donc de le changer. Et en plus, ça peut remettre en question la cohérence de tous les éléments d'émergence que vous avez créés jusqu'au moment où vous vous êtes dit que vous alliez peut-être changer le noyau. Donc c'est pour ça qu'il faut garder l'intégrité de ce noyau, d'où l'importance d'une préparation sur cet aspect-là, avec laquelle vous êtes content avant de lancer la partie et de créer toute cette émergence autour.
Voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur cette partie un petit peu touffue, voire même un peu théorique, mais pour moi elle est essentielle parce que, en tout cas dans la manière dont je la pratique, l'émergence ne peut pas fonctionner sans toute cette partie préparation du noyau pour les raisons que je viens de citer. Maintenant, comment ça se passe lorsque justement cette émergence vient, que ce soit pour l'univers ou l'intrigue? Commençons par l'univers. D'abord, en amont, comme je l'ai dit, il faut préparer un univers si vous le créez vous-même, ou en tout cas avoir un univers prédéterminé, et en utiliser un squelette et des dynamiques globales, de sorte que cet univers soit jouable. Il faut en avoir suffisamment pour qu'on ait l'impression de se trouver dans quelque chose de vivant, sans forcément aller dans tous les détails. Il faut donc créer un squelette et quelques dynamiques. Les dynamiques, soit des dynamiques de faction, que ce soit des événements qui se passent, suffisamment pour que le squelette soit en mouvement. Un squelette statique, c'est moins intéressant en termes d'univers, donc voilà, un peu d'ossature et un peu de mouvement, et ça suffit pour commencer à jouer, mais c'est néanmoins essentiel, parce qu'encore une fois, même que quand vous allez étoffer l'univers via l'émergence, vous allez le faire autour, encore une fois, d'un squelette, et vous allez être inspiré par les mouvements de ce squelette pour créer de l'émergence. En plus, bien sûr, d'être inspiré éventuellement par les mouvements des joueurs, encore que ce soit un peu moins vrai pour la partie univers que pour la partie intrigue qui viendra en troisième partie, j'y reviendrai. Donc ne pas trop en faire. Déjà, ne pas trop en faire parce que si vous en faites trop en ce qui concerne l'univers, et c'est encore une fois particulièrement vrai pour l'univers, peut-être moins pour les intrigues, vous risquez de vous retrouver avec des pans entiers d'univers qui ne servent pas en jeu. Et autant ça peut vous permettre que cet univers vous habite et vous inspire, donc c'est toujours bien, néanmoins c'est toujours frustrant d'avoir plein d'aspects d'univers qui ne seront pas abordés par les joueurs. Donc attention. Et puis en plus, il faut, j'entends beaucoup de MJ le dire, d'ailleurs je n'invente rien, je sais que Hugo de la chaîne le Bon MJ le dit souvent, il est bon de laisser quelques blancs dans l'univers, de se laisser quelques espaces vides, justement qu'on pourra compléter à mesure que la partie avance. Se laisser une marge, une certaine souplesse. Si vous avez trop développé de votre univers et que vous vous rendez compte à terme, à mesure que justement l'histoire avance, que finalement ça aurait été bien si les choses avaient été comme ça, mais c'est trop tard parce que j'ai déjà posé l'univers en détail, je ne peux plus revenir dessus, les joueurs ayant justement été en contact avec ces détails-là, vous vous retrouvez un peu piégé. Alors que si vous avez un squelette et que vous pouvez en rajouter un petit peu de viande ici et là autour du squelette à mesure que l'histoire avance et à mesure que cela devient important, nécessaire ou intéressant dans le cadre de l'histoire, et bien là vous êtes beaucoup plus souple et vous pouvez plus étoffer l'univers en fonction de ce dont vous avez besoin et de ce qui est intéressant à l'instant présent. Donc ça c'est vraiment important quand vous préparez l'univers en amont pour pouvoir l'étoffer. Et puis, encore une fois, là je n'invente rien, mais je pense que la manière dont vous allez faire émerger les choses dans votre univers va dépendre, là, pour le coup, des intérêts des joueurs. Souvent, on dit toujours qu'il faut suivre les intérêts des joueurs et on confond un peu tout. Moi, je pense que c'est assez vrai dans l'univers, peut-être moins dans l'intrigue. Encore que, ça va dépendre. Mais bon, en tout cas, suivre l'intérêt des joueurs. Je vais vous donner un exemple pour illustrer cela. Les intérêts des joueurs, ou en tout cas, les mouvements des joueurs. Pas forcément d'ailleurs leur intérêt conscient. Parfois, ils vont aller dans une direction, tout simplement un voyage, dans un duché ou une seigneurie voisine, parce que c'est pertinent dans le cadre de l'histoire, et vous n'aviez pas préparé cette seigneurie, et vous avez bien fait, car ils auraient pu choisir d'aller complètement ailleurs, et c'est à ce moment-là que vous allez la développer. Donc ils n'ont pas forcément un intérêt pour la seigneurie elle-même, mais l'histoire les a peut-être menés à vouloir y aller, à penser que c'était pertinent, sans parler d'intérêt pur et dur, et donc ça vous oblige à construire un peu l'univers et à l'étoffer autour de cette seigneurie, puisqu'ils vont y aller. Parfois aussi c'est la nécessité, c'est là où je vais vous donner un exemple, excusez-moi si je vous ai un petit peu perdu sur ce moment d'hésitation, ça m'est arrivé lorsque j'ai intégré une nouvelle joueuse dans mon groupe, c'était sur ma campagne Les Enfants du Fleuve, ça commence à remonter un peu, et j'ai intégré cette joueuse, il y avait déjà tout un noyau central, donc encore une fois d'univers. Si vous regardez mes vidéos sur le sujet qui en traite autour de la Gorgone, du joueur de flûte de Hamelin, de toute cette mystique-là, qui avait un rapport avec les personnages joueurs. Et elle, j'ai voulu la raccrocher à ça. Mais ça devenait redondant de la lier directement à la Gorgone, au joueur de flûte. Ça faisait vraiment un rajout un petit peu artificiel, ça n'avait pas de sens. J'ai voulu
prendre une voie un peu différente. Et donc, j'ai créé, je vais vous passer tous les détails, mais un pan d'univers au départ parallèle, complètement pas en rapport avec le joueur de flûte de Hamelin, justement avec une autre divinité ou un démon, peu importe comment on l'appelle, c'est pas vraiment des dieux, mais un démon qui s'appelle Ranald, comme dans celui de Warhammer, mais il est différent, peu importe, j'ai juste repris le nom, avec une histoire de personnage fée qui est en fait un serviteur de Ranald, et elle était liée à ça, parce que c'était une augure de Ranald, peu importe que vous compreniez ou pas ce que je dis, mais je l'ai lié à une mystique complètement différente et parallèle. Et j'ai créé une mystique autour de ça, et ensuite, deuxième étape dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai fait le lien avec le noyau central. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire qu'il y ait une sorte d'opposition entre la Gorgone et Ranald, avec Gorgone qui est en position de force à ce moment-là, et Ranald qui est plutôt une divinité ou un démon moribond, qui subsiste peut-être encore dans la mémoire de certains, et de faire donc de ce nouveau personnage que j'incluais, quelqu'un qui y est intimement lié. Et puis on lui a construit une histoire qui à un moment l'a fait croiser justement des serviteurs de la Gorgone, pour qu'elle ait aussi ce lien dans son histoire et qu'elle ait une raison après de suivre les autres personnages joueurs. Et donc j'ai créé tout un pan d'univers entier, parallèle, que j'ai lié au noyau pour qu'il y ait un pont. Et finalement, donc ça c'était en émergence, total, à peu près au tiers de la campagne, et ça a finalement créé tout un ensemble et toute une dynamique un petit peu de toile de fond mystique qui subsiste encore à ce jour dans la nouvelle campagne, qui est la campagne en cours au nom des pairs, et qui a tellement bien fonctionné que maintenant cette mystique parallèle fait partie intégrante de son personnage, voire même de certains aspects de l'intrigue en cours, de la campagne en cours. Ça s'est vraiment complètement imprégné, et pourtant c'était de l'émergence. Mais de l'émergence qu'on a pris le soin de connecter, de lier au noyau central pour que ça ne vienne pas comme un cheveu sur la soupe, pour que ça ait une raison d'être là. Et ça a vraiment étoffé l'univers. Et c'est plus une histoire d'univers que d'intrigue, mais ça a permis d'inspirer justement des intrigues aujourd'hui en élargissant un petit peu la partie un peu mystique de l'univers, même si elle reste toujours secondaire par rapport aux luttes temporelles dans un univers de low fantasy. Mais je digresse. Donc voilà le genre d'exemple dont je parle quand j'évoque le fait d'étoffer l'univers. Maintenant, abordons la dernière partie pour laquelle je pense avoir peut-être encore plus d'exemples, et on rentre à mon sens dans quelque chose d'encore plus concret en matière d'émergence, parce qu'il y a aussi moyen d'étoffer son intrigue, sa toile de fond, les personnages impliqués dans la toile de fond. Encore une fois, si je reprends ma définition de base, qui a fait le coup, où, comment, pourquoi, ça sont les questions centrales, fondamentales, mais autour de ça, y a-t-il des complices? Est-ce que la raison, le pourquoi, finalement n'est pas plus compliqué que ce qu'on pensait? Est-ce qu'il n'y a pas des jalons au-dessus? Bref, je vais éviter de digresser trop, mais voilà ce que je veux dire par étoffer l'intrigue. Donc, autant le noyau d'intrigue va être figé, autant il va pouvoir s'étoffer, se remplumer. Souvent, ce qui n'est pas créé avant, ce qui n'est pas préparé en amont, c'est le chemin jusqu'à l'intrigue. Tout le comment ils vont arriver au fin mot de l'histoire, quand on parle d'une enquête, mais quand il y a des secrets aussi à découvrir. C'est souvent le comment les joueurs vont réussir à accéder à cette information que vous avez préparée en amont, qui n'est pas préparée et qui va émerger. Et oui, parce que si on veut éviter le dirigisme, on va laisser ce pouvoir aux joueurs, le fait de décider comment, de trouver des bonnes idées pour accéder à l'intrigue, pour entrer en contact avec elle. Donc il vaut mieux pas trop le préparer en amont, et c'est en fonction de ce qu'ils vont décider qu'on va pouvoir faire cette deuxième étape qui est connecter les choses entre elles, connecter les initiatives des joueurs avec votre existant. Et c'est ça qui va émerger, c'est ce qu'il y a entre les deux, c'est les éléments intermédiaires. Et c'est pour cette raison que j'aime beaucoup développer, étoffer mes intrigues, mes toiles de fond, à partir des plans des personnages joueurs, de leurs idées. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, je veux être très précis là-dessus, ça ne veut pas dire que je découvre mon coupable grâce à leurs idées. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment prendre leurs idées pour créer des choses qui vont les faire accéder au noyau de l'intrigue. Je vais vous donner quelques exemples. Dans la campagne actuelle,
Je pense que ça va vous aider justement là-dessus. Dans la campagne actuelle, leur objectif est d'arriver dans une grosse ville, en gros, hein, et de faire tomber un personnage puissant. Point. On va le faire très simple. J'en ai déjà parlé. Ils ont tous plus ou moins des liens avec cette ville, des liens qui remontent d'ailleurs à 13 ans auparavant, donc c'est des liens avec le passé de cette ville, avec quelques connaissances, chacun d'entre eux. Ils ont tous quelques bribes d'informations ici et là. Et donc, lorsqu'ils sont arrivés en ville, après 2 scénarios d'introduction, je les ai mis dans le grand bain et je leur ai dit « Que faites-vous » Et là, vraiment, ils décident. Mais ce que j'ai décidé de faire, c'est de dire qu'ils allaient arriver en ville à la prochaine séance et de leur demander, avant la prochaine séance d'arriver en ville, de me faire la liste de tout ce qu'ils aimeraient faire en arrivant en ville, de toutes les idées qu'ils ont. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tout utiliser, ça ne veut pas dire qu'ils doivent me dire dans quel ordre ils vont le faire, ça ne veut pas dire qu'ils vont s'y tenir à tout, mais faites-moi une liste. Déjà, ça permet de réfléchir en amont et de ne pas perdre du temps dans la séance à faire des plans et à réfléchir trop. Ça aussi, j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo sur le rythme. Mais en plus, moi, ça me donne de la matière pour préparer. Donc, je prépare, mais je fais émerger. D'où le fait que, encore une fois, préparation et émergence peuvent travailler main dans la main. Vous n'êtes pas obligé d'improviser pour faire de l'émergence. Et en disant cela, je ne renie pas non plus l'improvisation. J'ai une vidéo entière sur l'improvisation, je vous le disais. Mais là, on parle d'émergence, et l'émergence n'est pas forcément improvisée. L'émergence n'est pas synonyme d'improvisation. On peut aussi la préparer. Donc, ils m'ont fait une liste de tout ce qu'ils voulaient faire. Et je vais vous donner quelques exemples. Et à partir de cette liste, y compris même d'ailleurs des choses dont qu'ils n'ont pas mis dans la liste, hein, parfois leur conversation sur Discord, je voyais quelques bonnes idées. Et des fois qu'ils repensent à ces bonnes idées, je les prenais, je les isolais et je travaillais dessus aussi. Et en fait, chacune de leurs idées, chacune des pistes qu'ils pensaient suivre, j'ai commencé à les développer de mon côté. Alors, au début, c'est un gros travail, mais une fois que vous avez commencé ça, c'est pareil, ça vous a ouvert le champ des possibles et vous avez moins de travail à mesure que la campagne progresse, parce que ça vous crée de la matière. Je vous donne quelques exemples. Il y a un des personnages qui est arrivé et qui m'a dit moi je vais déjà essayer de me reconnecter avec un ami qui était un de mes frères d'armes dans la garde royale. Je voudrais entrer en contact avec lui et lui parler pour essayer de faire embaucher un autre des joueurs dans la garde. Voilà, c'était ça son objectif. Très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai isolé ça, je me suis dit ok, il va aller rencontrer ce personnage. Première question déjà, qu'est-il arrivé à ce personnage depuis 13 ans? Où en est-il maintenant? Quelle est sa psychologie? Vous voyez, on se pose des questions par rapport à une idée d'un joueur. Et je n'avais pas pensé du tout avant. Je ne m'étais pas foulé pour préparer jusqu'à ce niveau de détail. Mais là, comme ça va devenir important, là, je commence à me poser la question. Très bien, maintenant, il est capitaine de la garde. Ce n'est plus un simple garde, il est devenu capitaine de la garde. Bon, je ne vais pas vous faire tout le truc. Et puis, je me suis dit, ok, son objectif, si la conversation se passe bien, c'est qu'il réussisse à faire pistonner son ami. Est-ce que c'est possible? Je me suis dit oui, pourquoi pas? Et puis je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si c'est possible? Ah, on va pas réfléchir plus loin. Je me suis dit, de toute façon, il y aura tellement de choses à faire pendant la séance que le type au pire réfléchira et ça sera pour une séance prochaine. Donc je ne me penche pas non plus. Je vais pas jusque-là dans le niveau de détail. Vous voyez, dans l'émergence, il faut aussi savoir se poser une limite et ne pas suivre sa pensée jusqu'au bout, parce qu'en plus, les choses peuvent changer d'ici là et vous risquez de trop créer. Déjà, c'était une première base. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a un des joueurs qui s'est souvenu que dans un de ses flashbacks, il avait une enveloppe de son père qui contenait des informations sur certaines suspicions de son père, sur certains personnages de la ville liés à la Némésis qu'ils veulent faire tomber. Donc ça, c'était il y a 13 ans. Et il m'a dit, est-ce que j'ai encore l'enveloppe? Oui, alors en plus, j'avais pas du tout pensé à ça. Et bien sûr, tu l'as encore. Et donc, j'ai travaillé sur cette enveloppe, sur cette lettre. J'ai écrit une petite lettre en tant qu'aide de jeu et j'ai intégré 2 pistes narratives en parlant notamment d'un cousin de leur Némésis qui faisait usage d'un percepteur pour détourner des fonds. Ah, donc c'était un des éléments sur lequel il y avait des soupçons. Qu'est-ce que fait ce percepteur maintenant, 13 ans plus tard? Je me suis dit, maintenant il fait ça. Je vous cache les détails, mais peu importe. Voilà où il est maintenant. Et hop, je construis de l'univers, de l'intrigue que je mets entre les mains des joueurs. Et je me pose la question, qu'est-ce qui peut se passer si jamais il entre en contact avec cette personne? Ça me permet de créer, de développer. Dernier exemple, ce même personnage voulait rentrer en contact avec une de ses vieilles amies, quand ils étaient jeunes, d'il y a 13 ans, dans cette ville.
Très bien, il va entrer en contact. Qu'est-elle devenue? Ah, maintenant elle s'est mariée. Pourquoi ne serait-elle pas mariée avec un personnage qui pourrait devenir un allié ou même un ennemi, l'un ou l'autre, des joueurs, donc de préférence quelqu'un de puissant? Ah, ça serait bien que ce soit un bourgeois puissant qui essaye de courtiser le pouvoir royal pour s'en rapprocher. Pour quelle raison? Etc. Je me pose des questions et hop, tout, je crée une arborescence autour de ce personnage avec lequel il veut rentrer à nouveau en contact. Et ça me permet d'étoffer l'univers, l'intrigue, et je fais des connexions avec le noyau central de l'intrigue, ou de ma toile de fond, qui était en gros tout ce qui s'est passé 13 ans auparavant, tous les mystères à découvrir, etc. Et je connecte avec ça. Je leur donne, parce qu'ils ont des idées qui sont tout à fait intéressantes et pertinentes, je crée des ponts entre leurs idées et le noyau auquel ils n'ont pas vraiment accès pour l'instant. Et c'est là que naît finalement l'émergence. C'est les différents ponts entre les actions des joueurs et les noyaux qu'ils veulent atteindre dans l'intrigue. Donc c'est une émergence qui est soutenue par l'existence d'un noyau central et par les initiatives des joueurs. Ce qui n'exclut pas le fait de pouvoir préparer, parce que je l'ai demandé en amont de la séance. Et à mesure qu'ils vont progresser sur certaines de ces pistes, et encore ils ne les ont pas toutes exploitées, je vais pouvoir, séance après séance, me dire, ah là ils ont évolué à travers cette piste, ils vont peut-être vouloir aller plus loin, il faut quand même que je commence à créer un petit peu de nouvelles choses, pour voir où ça pourrait les mener de l'autre côté. Donc je suis vraiment leur mouvement, donc en plus ils ont une liberté complète, ce qui ne m'empêche pas de préparer. Donc vous voyez que préparation n'entre pas en contradiction avec le libre arbitre des joueurs et n'entre pas non plus en contradiction avec l'émergence. Au contraire, tout ça forme une sorte de triptyque vertueux, à mon sens, dans une campagne sur laquelle on peut capitaliser pour proposer des bonnes choses, ne pas être pris au dépourvu et aller dans des éléments un peu complexes. Ce qui n'exclut évidemment pas des nécessités d'improvisation sur le moment. Et encore une fois, je vous renvoie sur ma vidéo qui traite de ce sujet. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Allez, un petit dernier détail, une cerise sur le gâteau quand même. Je vous parle depuis le début d'émergence, mais d'émergence à l'initiative du maître du jeu, ou en tout cas décidée par lui. Je ne parlais pas d'émergence dictée par une sorte de partage narratif, c'est-à-dire donner le pouvoir aux joueurs de créer des éléments d'intrigue ou d'univers en tant que joueur et non pas en tant que personnage. N'en parlais pas, je n'en fais pas beaucoup usage, je vous l'ai dit beaucoup de fois. Néanmoins, je rajoute une petite cerise sur le gâteau. De temps en temps, je peux également faire émerger des choses en demandant au joueur lui-même, lorsque la création narrative du joueur est liée directement soit aux capacités du personnage, soit à son histoire. Je vous donne un exemple. Si un joueur est un gamin des rues, donc qui est né dans les rues et qui est devenu une sorte de criminel des rues, me dit à un moment, écoute, sur cet aspect, est-ce que je pourrais pas avoir un contact qui pourrait me renseigner là-dessus? Je n'y ai pas du tout pensé. Eh bien, je peux très bien lui tendre la main et lui dire, bien sûr, qui est ton contact? Comment s'appelle-t-il? Où est-il? Que fait-il? Et là, c'est le joueur qui, à travers mes questions ou à travers une inspiration, va pouvoir me décrire la chose. C'est un usage extrêmement ponctuel, assez peu fréquent chez moi, mais lorsque c'est pertinent par rapport à ce que devrait savoir ou pourrait, que ça rentre dans le cercle de ce qui constitue réellement le personnage, c'est tout à fait acceptable et c'est une forme d'émergence, cette fois directement aux mains des joueurs. Maintenant, je le répète, je n'en fais pas un usage extrêmement important, mais je tenais quand même à dire que je ne l'écartais pas complètement. Donc voilà, pour moi, l'émergence, c'est un outil qui peut être puissant, que j'utilise beaucoup plus que finalement le partage narratif avec lequel l'émergence est souvent associée, alors que ça reste deux choses différentes. La clé étant, en tout cas à travers ma méthode, de le considérer vraiment comme un outil et pas une fin en soi. C'est-à-dire que je ne me dis pas, tiens, je vais faire une campagne à émergence. Non, je vais faire une campagne et je ferai émerger ce qui est nécessaire à mesure que l'histoire se déroule. Donc l'émergence comme processus principal de création ne m'attire pas particulièrement, ou comme credo, ou comme vecteur d'improvisation systématique, mais en tant qu'outil, lorsqu'il n'exclut pas d'ailleurs une bonne préparation, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement et que j'utilise finalement assez fréquemment, d'autant plus qu'elle brille encore plus intensément lorsqu'elle est liée à un noyau d'univers ou d'intrigue ficelé
est préparé. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop confus, que vous avez pu en tirer quelque chose, que toute cette vidéo vous aura inspiré. Si c'est le cas, bien écoutez, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour poursuivre la discussion. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.